Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce vendredi, le tout dernier numéro de la semaine. C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à regarder cette émission axée sur le décryptage des grandes questions d'actualité. Deux principaux sujets vont constituer le menu de cette émission. D'abord, la sortie du gouvernement Sama II après une longue attente. Enfin, le gouvernement Sama Lukonde a vu le jour avec des entrées des figures emblématiques de notre classe politique, notamment Vital Kamerhe, président de l'UNC, qui va désormais occuper le poste de vice-premier ministre de l'économie, et aussi Jean-Pierre Bemba Gombo, président du MLC, promu vice-premier ministre de la Défense nationale. On va aussi faire clin d'œil au vieux François Kaboulo, Mouana Kaboulo, nommé ministre des Sports. L'actualité, c'est aussi la loi Tchani qui continue de défrayer la chronique après son dépôt au niveau de l'Assemblée nationale. La proposition de loi a été réceptionnée par Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, et du côté d'Ensemble pour la République et même au niveau de l'opinion nationale, des voix s'élèvent pour dénoncer déjà cette loi à caractère raciste et ségrégationniste. C'est le cas de Jean-Claude Mouyambo, qui a promis même une plainte au niveau de la justice internationale pour condamner cette proposition de loi qu'il qualifie de raciste. Sur ce plateau, je reçois un cadre d'Ensemble pour la République, Maître Hugues Maweti, à qui je m'en vais dire bienvenue, Maître. Merci Hervé Itomo. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Au niveau de l'ensemble de la République, est-ce que ça va? Oui, ça va. Ensemble pour la République est à bonne santé. Le parti est à bonne santé sur tous les plans, sur les santé physique, discursive et métaphysique. Donc, ça va. Une question d'observation pour une certaine opinion, Ensemble pour la République, c'est le prolongement du FCC, c'est même le FCC bis. Vous fonctionnez comme le FCC, il y a quelques figures emblématiques qu'on appelait autrefois caciques, qui sont autour de Moïse Katumbi, qui décident pratiquement sur la gestion du parti, des figures ou des personnalités qui doivent bénéficier de tous les avantages du parti. C'est le même qu'on voit quand il y a nomination au sein des institutions et même au niveau du parti. Et pour cette opinion, il n'y a pas de différence entre Ensemble pour la République et le FCC du point de vue du fonctionnement. Qu'est-ce que vous en dites? Sur le plan fonctionnement, il y a un grand changement parce que la vision d'Ensemble pour la République n'est pas celui de FCC. Donc, Ensemble, sur le plan organisationnel et fonctionnel, c'est un méga parti où il y a les personnes qui sont là tout autour du président Moïse. Ce sont des personnes ressources, donc à qui on doit compter sur eux, parce que notre souci est de mettre des stratégies, des turbo-stratégies en place pour emporter les élections à venir. En quoi ces personnes autour de Moïse Katumbi sont-elles des personnes ressources alors qu'elles sont accusées d'avoir conduit ou ruiné Joseph Kabila qui avait déclaré par le passé qu'il n'avait pas 15 bons collaborateurs autour de lui pour l'aider à donner du tonus au développement de la RDC. En quoi ces personnes peuvent aujourd'hui aider Moïse Katumbi à faire mieux? Il y a l'excellence Olivier Kamitatu. Il avait bien géré quand il était ministre. Selon vous? Donc c'est un cerveau. Selon vous? Non, pas nous. Donc c'est la population est témoin par rapport à sa gestion. Il avait géré. Avez-vous sondé cette population pour qu'elle se prononce sur le passage d'Olivier Kamitatu dans les différents portefeuilles qu'il a occupés? Excellent. Ok. Il était vraiment excellent. Et à part lui? À part lui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, donc ce sont des personnes ressources à qui on compte sur eux. Alors c'est quoi la différence entre Ensemble pour la République et les autres partis politiques qui ont déjà géré? Il faut aussi rappeler qu'Ensemble pour la République venait de gérer avec Félix Tshisekedi. Vous avez accepté d'intégrer le gouvernement Sama 1 après la création de l'Union Sacrée et donc vous partagez à ce jour le bilan de Félix Tshisekedi. Êtes-vous satisfait
des prouesses ou des résultats produits par vos délégués au sein du gouvernement? Bon, l'évaluation sera individuelle. C'est vrai qu'Ensemble pour la République avait deux ministres au sein du gouvernement Sama Lukonde 1, mais l'évaluation sera individuelle. Donc si je peux dire que le pourcentage d'Ensemble pour la République sera à 3%. À 3% comment? Vous avez occupé des portefeuilles clés. Oui, mais bien sûr, mais pour le moment, nous ne sommes plus à l'Union Sacrée. Oui, mais au moment où vous étiez encore à l'Union Sacrée, qu'est-ce que vous avez produit comme travail? Est-ce que vous pensez qu'à ce jour, la population est fière des résultats produits par les délégués de votre parti politique? Oui, bien sûr. Avant la démission de nos ministres de Ensemble pour la République au sein de l'Union Sacrée, le bilan des non-ministres de l'ensemble était positif, raison pour laquelle il n'y avait pas de déclaration sur leur gestion. Vous les pensez? Mais bien sûr, s'ils avaient travaillé mal, on allait les dénoncer. On reproche à Christian Mondo, par exemple, de n'avoir pas réussi à produire des résultats escomptés, alors que c'était lui le ministre du plan, c'était lui qui avait l'architecture même de la République. Il n'a pas réussi à démontrer grand-chose. C'est le même cas avec Chérubin Okene, ministre des Transports, qui a laissé ces secteurs dans un désordre. Vous savez, dans une entreprise, les problèmes se posent au niveau du sommet stratégique. Ce n'est pas les exécutants qui posent problème. Si la vision générale de l'entreprise n'est pas une bonne vision, donc vous aurez les difficultés même au niveau des exécutants à exécuter parce que la vision n'est pas claire. Et si ce sont les exécutants qui n'assimilaient pas la vision définie par ceux qui sont au sommet, qu'est-ce que vous en direz? Mais c'est aux garants de la nation d'apporter un choix judiciaire à remplacer ceux qui ne marchent pas. Donc ce n'est pas le problème du candidat de Ensemble. C'est lui qui les a nommés. S'il trouve que celui-ci ne travaille pas bien, c'est à lui maintenant de changer. S'il les avait laissés, donc ils étaient vraiment le meilleur. Très bien, on va parler actualité. Le gouvernement Sama 2 a vu le jour cette nuit même. Mais bien avant de parler du gouvernement Sama, j'aimerais avoir d'abord votre commentaire sur la prestation des Léopards qui ont battu la Mauritanie par 3-1. Les matchs s'est joué au stade TP Mazembe à Lubumbashi. Moïse Katumbi était présent. Le ministre sortant, Serge Kondé, était aussi au stade. D'une manière globale, quelle lecture faites-vous de cette troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations? Je félicite sincèrement nos joueurs par rapport à leur performance sur terrain et la motivation aussi du président Moïse sur terrain. Donc, mes sincères félicitations à eux. Très bien. Gouvernement Sama 2, on l'a entendu pendant longtemps et finalement, le gouvernement a vu le jour. Vital Kamerhe fait son entrée. Jean-Pierre Bemba, les deux principaux, on peut le dire comme ça, alliés de Félix Tshisekedi au niveau de l'Union Sacrée, les deux forces politiques représentatives de Félix Tshisekedi ont accepté d'intégrer le gouvernement. Est-ce que vous pensez que l'adhésion, ou je dirais l'intégration de Vital Kamerhe, de Jean-Pierre Bemba au sein du gouvernement peut apporter une touche nouvelle dans la gestion et même dans la production des résultats? Je peux dire que le gouvernement Sama Lukonde ne va rien apporter. C'est une façon pour le président de la République de gratifier les gens qui ont lutté pour sa vision, de les gratifier parce qu'ils n'étaient pas servis, parce qu'il sait que non, à 2023, ils ne seront plus aux affaires. Donc c'était une façon pour le président de la République de gratifier ceux qui ont lutté pour sa vision. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'en 2023, Félix Tshisekedi et l'Union Sacrée ne seront plus aux affaires, alors que la Constitution leur donne l'occasion, ou donne particulièrement à Félix Tshisekedi la possibilité de briguer un second mandat? Mais vous savez que la population est souveraine. C'est la population qui décide sur le candidat. Si la population n'est pas satisfaite, comment est-ce qu'ils feront encore confiance à lui donner le deuxième mandat?
Qu'est-ce qui vous fait dire que la population n'est pas satisfaite de la gestion de Félix Tshisekedi? Parce qu'on a vu tous les projets lancés sur le marché, et aucun projet n'a marché. Vous le pensez? Oui. Il y a Kin Zero Trou qui se porte bien, il y a Chile Gelou qui se porte bien. Non, non. Il y a des travaux de construction des routes qui sont lancés un peu partout à travers la République. Il y a la gratuité de l'enseignement, il y a l'état des sièges, on se bat pour restaurer la sécurité. Il y a des efforts qui sont fournis du côté de la Banque centrale pour stabiliser les taux d'échange sur les marchés. Tout ça ne vous garantit pas? Mais le budget dont on parle, on sent quand même sur le terrain, la population est en train de souffrir de plus en plus. Donc c'est comme si ce sont des chiffres qui ne servent à rien. Vital Kamere, expert en économie, la RDC aujourd'hui fait face à des sérieux problèmes d'économie. Il y a la dépréciation de la monnaie, il y a la flambée des prix sur le marché. Vous pensez que, qu'est-ce que j'ai dit, Vital Kamere n'est-il pas l'homme providentiel pour sauver les bilans de Félix Tshisekedi s'agissant de l'économie? Bon, par rapport au temps, c'est largement vraiment court. Par rapport, il nous reste quelques mois aux élections, donc je pense que ça ne va rien apporter. Les choix, le problème n'est pas le problème de personnes, mais le problème est au niveau des systèmes. Si le système en général n'est pas un bon système, même si vous placez celui qui est compétent, donc vu que le système en place n'est pas une bonne politique en place, c'est ça qui pose problème. Ce n'est pas le problème pour les moments d'individus, mais le problème des systèmes. Vous reprochez exactement quoi à ces systèmes? Bon, ce que moi je reproche, vous savez, un politicien avéré doit utiliser la technique de la polarité. Cette technique révèle que le champ politique est un champ de bataille, d'où il faut savoir gérer ses adversaires au risque de disparaître. La Russie et les États-Unis sont puissantes aujourd'hui parce qu'elles comprennent que c'est le principe qui met l'accent sur l'anticipation en quelque sorte. Et le président Tshisekedi est victime à ça parce qu'il ne sait pas comment gérer ses adversaires. Et il a appelé à plusieurs reprises le président Paul Kagame ami et frère. Aujourd'hui, il lui a prouvé le contraire parce que le président Tshisekedi avait perdu de vue que le champ politique est un champ de bataille. Qu'est-ce que vous insinuez lorsque vous déclarez que Félix Tshisekedi ne sait pas gérer ses adversaires? Que voulez-vous dire exactement? Parce qu'il devrait anticiper, mettre de garde-fous, de protéger notre territoire à tous les niveaux. Il ne le fait pas? Il ne le fait pas. On a remarqué que cet gouvernement actuel n'a pas vraiment accordé beaucoup d'intention sur le problème de l'Est. Ah bon? Avec tout ce qui est décaissé aujourd'hui comme fonds pour financer les efforts des FRDC? Mais le problème n'est pas de chercher, le problème est d'identifier d'abord le problème avant de proposer une solution. Si vous n'êtes pas capable d'identifier le problème, vous aurez même la difficulté de proposer des remèdes sur le problème. Très bien. On revient encore sur le gouvernement Sama 2. Outre Vital Kamere, il y a Jean-Pierre Bemba qui signe aussi son entrée comme ministre de la Défense. Jean-Pierre Bemba qui a été aussi rebelle par le passé, qui connaît bien le terrain de la guerre. Vous pensez que Jean-Pierre Bemba, c'est aussi cet homme qui manquait à notre ministère de la Défense pour mater toutes ces troupes rebelles? Bon, c'est une routine, je peux dire. Ce sont des mêmes figures qui se... Jean-Pierre Bemba n'a jamais été utilisé comme membre du gouvernement. Il était vice-président à l'époque, donc il avait aussi participé à la gestion du président Kabila. Et à ce jour, il est promu vice-premier ministre de la Défense. Vous faites quelle lecture d'abord de son profil et aussi des attentes placées en sa personne? Bon, mon souhait est que les choses marchent comme la population le souhaite. Parce qu'on a besoin de la paix, de l'intégrité nationale, de chercher à ce qu'il y ait la paix partout dans l'étendue du pays. Pourquoi êtes-vous pessimiste sur la réussite du gouvernement Sama 2? Mais l'union sacrée est un tonneau de Danaïde, donc moins encore le bateau ivre dans
dans des eaux troublantes et sans horizon. L'Union sacrée à laquelle vous avez appartenu 2 ans durant? Mais bien sûr. On vous présente d'ailleurs comme le parti où Moïse Katumbi est présenté comme cette personnalité qui a crédibilisé l'Union sacrée. Oui, mais bien sûr, on avait un cahier de charges. Parmi les problèmes qui étaient posés à notre cahier de charges étaient de bien payer le militaire, payer le médecin, de créer des routes et de travailler pour l'intérêt de la population. Donc le président Moïse Katumbi et le président Félix Tshisekedi étaient amis sur le plan ontologique parce que le deux voyaient les choses à la même direction, de travailler pour l'intérêt de la population. Mais quand on a remarqué que le président Félix Tshisekedi ne travaillait plus pour l'intérêt de la population, on a décidé de se retirer pour se préparer à affronter aux élections à venir. À quel moment vous avez remarqué que Félix Tshisekedi ne travaillait plus pour les intérêts de la population? Le problème des rames sur terrain, ce n'était pas à l'intérêt de la population. C'est ça, on avait dénoncé et il y avait des insistances. On a remarqué que non, on n'a pas vraiment cette volonté-là de travailler pour l'intérêt de la population. Or, la vision de Ensemble pour la République est de travailler sur l'intérêt de la population, de mettre l'intérêt de l'homme au centre, de donner des emplois, de créer des emplois à la population, de doter une bonne éducation à nos enfants. Mais comme on était dans un bateau ivre, dans des eaux troublantes et sans horizon, on ne voulait pas, vous savez que le bateau ne fait pas naufrage seul, il fait naufrage avec tout son équipage. Et le président Moïse, en tant que visionnaire, il a décidé de se retirer pour se préparer vraiment en conséquence. Raison pour laquelle vous avez vu la démission de nos ministres, ce n'était pas pour rien. C'est pour préparer vraiment en conséquence. C'est-à-dire que vous avez décidé de privilégier les intérêts de votre parti politique, qui est un fait privé, au détriment de la nation. Non, le président Moïse... Parce que la démission des ministres d'Ensemble pour la République n'était pas une décision personnelle. Ça a été motivé par le retrait d'abord de leur leader de l'Union sacrée. Cette décision était basée par rapport à la mégestion du gouvernement en place. Mais comment ça? Mais bien sûr. Comment pouvez-vous parler de la mégestion alors que vous étiez partie prenante au sein de ce gouvernement? Mais c'est vrai que Ensemble faisait partie, mais ce n'est pas Ensemble le garant. Parce qu'il y avait un top manager. Et la philosophie là, du top manager, on a trouvé que c'était flou. Mais comment avez-vous accepté d'adhérer à la philosophie d'une personne qui était floue? Vous savez, pour identifier les problèmes et donner des solutions efficaces, il faut être dans la boîte blanche. Or, si vous restez... Ah bon? Oui, bien sûr. Pourtant, Martin Fayoulou avait conseillé à Moïse Katumbi de ne pas rejoindre Félix Tshisekedi. Vous avez donné finalement Martin Fayoulou raison. Le problème était d'entrer d'abord dans la boîte blanche. Entrer pour y chercher quoi? Pour observer le problème et identifier en fait des données, des solutions. Donc, c'est-à-dire Ensemble pour la République a proposé des solutions qui pouvaient marcher pour notre pays, mais fort malheureusement... Qu'est-ce qui a bloqué ces différentes propositions, semble-t-il? La volonté politique. Vous avez proposé d'ailleurs ces solutions-là à qui? Au président de la République, parce que les cahiers de décharge étaient présentés au président de la République. Qu'est-ce qu'il en a fait? Mais ils ont constaté, parce que la mission était de travailler pour l'intérêt de la population. Quand il vient avec le RAM sur terrain, sur marché, pour nuire la population. Or, ce n'était pas... attendez, toutes les décisions du gouvernement sont débattues en Conseil des ministres. Ensemble pour la République avait 6 délégués au sein du gouvernement. Comment concevez-vous que quelque chose qui ne cadrait pas ou qui ne privilégiait pas les intérêts du peuple soit débattu en conseil des ministres et voté alors que les délégués d'Ensemble pour la République étaient là et on n'a pas entendu une déclaration du genre qu'Ensemble pour la République était contre le RAM par exemple? Non, l'Ensemble avait dénoncé à plusieurs reprises. Non mais quand on se retrouve dans une gouvernance, on ne dénonce pas, on apporte des solutions. Mais le problème était d'apporter toujours notre soutien afin que les choses marchent comme on le souhaitait. Mais on a constaté qu'il y avait vraiment manque de bonne volonté et c'est pourquoi Ensemble a décidé de se retirer pour
voir les choses autrement. Ensemble pour la République s'est retiré parce qu'il nourrissait des ambitions de briguer la présidentielle, ou Ensemble de la République s'est retiré simplement parce que Félix Tshisekedi ne marchait plus sur la ligne droite tracée peut-être au début ou au départ de l'Union sacrée. Bon, vous savez, la mission d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Mais vous étiez déjà au pouvoir. Oui, mais bien sûr. Mais pour sauver un peuple à danger, il faudra qu'on se retire et pour se préparer aux élections, afin de donner des solutions efficaces à la population, comme on est tenté de préparer. J'espère qu'après les élections 2023, vraiment, vous allez sentir comment Ensemble pour la République va apporter... L'endroit idéal pour sauver une population en danger, c'est les institutions, c'est le gouvernement par exemple, où Ensemble pour la République s'est trouvé. Mais comment en étant au sein des institutions, vous n'avez pas été en mesure de sauver cette population en détresse, et vous estimez qu'aujourd'hui, en étant dans l'opposition, vous allez sauver la population? Et puis qu'est-ce qui vous donne toutes ces garanties qu'après 2023, c'est Moïse Katumbi qui sera président de la République? Mais c'est pas grave. Nous, Ensemble pour la République, on ne dort pas. On réfléchit nuit et jour pour... Tous les partis ne dorment pas actuellement. Oui, mais bien tous sûr, travaillent. Mais bien si vous savez qu'Ensemble est le seul parti, le seul méga parti au Congo qui a une école du parti où on forme les gens irréprochables de demain, des dirigeants irréprochables de demain. Le PPRD l'avait fait aussi. Vous dites? Le PPRD l'avait fait aussi par le passé. Je ne sais pas s'il continue encore à le faire. Non, moi je dis actuellement. Je dis actuellement. Et Ensemble est en train de préparer. On ne dort pas, on réfléchit nuit et jour pour affronter aux élections. Donc on se prépare sur terrain. On travaille dur sur terrain. Donc on a établi des turbo-stratégies afin d'emporter les élections à venir. Et je profite d'ailleurs pour... je lance un appel à la population de s'adhérer massivement à Ensemble pour la République. Ce n'est pas le canal approprié, cher maître. Si vous voulez lancer cet appel, il faudra d'abord, prochainement, passer par la direction commerciale. Vous vous acquittez de vos factures. Et puis après, vous allez faire votre communication ou la pub d'Ensemble pour la République. Merci Alors, beaucoup. on revient pour parler du gouvernement Sama Lukonde. Vous reprochez exactement quoi? C'est à la nouvelle ossature du gouvernement Sama 2? Oui, c'est ce que je disais. Cela ne va rien apporter parce que c'était une façon pour le président de la République de gratifier ceux qui y ont lutté pour sa vision, sa vision, pour les gratifier parce qu'ils n'étaient pas encore servis. Mais ils avaient des délégués au niveau du Oui, gouvernement. bien sûr, mais il y en a ceux-là qui n'étaient pas encore aux affaires. Qui, par exemple? Par exemple, Excellence Jean-Pierre Biemba. Il avait ses délégués au Oui, niveau du lui-même. gouvernement. Il a ses délégués au niveau de l'Assemblée Oui, mais nationale, du Sénat. Lui-même n'était pas aux affaires. Est-ce que c'était obligatoire qu'il soit servi? Bon, moi je ne sais pas à ce niveau-là, je ne sais pas, mais moi c'est selon mon analyse. Donc, À votre avis, quelle est la faiblesse de la nouvelle équipe du gouvernement? c'est la vision. La vision en fait quoi? La vision du sommet stratégique. Ce n'est pas les exécutants, mais le problème est que la vision n'est pas claire. Mais c'est plutôt dans cette même vision qu'Ensemble pour la République avait adhéré. Oui, Ensemble avait adhéré pour changer. Mais quand on a constaté qu'ils ont resté statu quo à leur décision, on s'est retiré. Comment vous allez changer la vision du président de la République? Non, changer c'est trop dur. Apporter notre soutien. Ce qui a été fait et après. Oui, après on a constaté qu'il y avait une mauvaise volonté et ils ont resté statu quo à leur vision, donc on s'est retiré. Est-ce que ce n'était pas les délégués d'Ensemble pour la République qui étaient incompétents et qui n'arrivaient peut-être pas à s'adapter à la manière ou à la façon de travailler et du président de la République et du Premier ministre? Non, si le dirigeant de Ensemble était incompétent, il allait déjà remarquer que celui-ci ne travaille pas bien et on allait les changer. Mais si on les avait laissés parce qu'ils étaient au top. Alors, selon vous,
Qu'est-ce qui peut à ce jour constituer la force du gouvernement Sama 2? Ce qui constitue la force. Ce qui pourrait constituer la force du gouvernement Sama 2. Bon, c'est toujours d'anticiper d'abord. Vous savez, la politique mobilise des champs, la politique mobilise des connaissances pluridisciplinaires. Donc, il faut anticiper les choses, de mettre une bonne stratégie sur terrain efficace pour répondre aux besoins de la population. Parce que ce que la population attend, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. La population attend qu'il améliore leur gestion, qu'il perfectionne sa gestion. La population a besoin de social et autres. Ce n'est pas ce qu'on a vu. C'est-à-dire si le gouvernement Sama 1 avait échoué, Moïse Katumbi et ses délégués ont aussi échoué. Si on doit rester logique. Bon, l'évaluation sera individuelle. Individuelle comment? Sectorielle. Ok. Oui, l'évaluation sera sectorielle par rapport... Dans les secteurs des transports qui étaient occupés par votre délégué, qu'est-ce qui a marché? Bon, il était vraiment au four au moulin. Il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Qu'est-ce qu'il a donné? Mais vous avez vu leur gestion. Non, mais c'est vous, le cadre d'ensemble pour la République. Vous estimez que vos différents délégués avaient bien travaillé. Alors, démontrez-nous sur ces plateaux en quoi vous avez réussi. En tout, je peux dire. En tout, donc, il était vraiment excellent. Non, moi, on revient sur les cas du ministre des Transports, Chérubin Okende. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché dans son secteur? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Je peux dire qu'il était vraiment excellent sur... Non, mais excellent, c'est vaste. Et puis, c'est beaucoup trop théorique. Démontrez-nous, chiffres à l'appui ou réalisation à l'appui. C'est ça que je dis. S'il n'était pas performant, non, mais dites-nous, on l'allait remarquer sur terrain. Dites-nous, qu'est-ce qu'il a réalisé? Non, il était... Dans son secteur des transports, qu'est-ce qu'il a réalisé? Bon, le problème n'est pas celui des réalisations des... Mais sur base de quoi on peut juger un membre du gouvernement? Lui, il a travaillé comme il le faut, donc je peux dire qu'il a donné tout ce qu'il pouvait donner à son niveau. Seulement ça? Oui. Donc il n'y a pas de réalisation? Là, il faut descendre sur le terrain et l'évaluer. Vous venez de nous dire ici que la gestion ou le bilan doit être individuel. Je vous ai présenté un cas. Chérubin Okende, ministre des Transports, cadre d'ensemble pour la République. À ce jour, porte-parole de votre parti. Oui. Qu'est-ce qu'il a réalisé au gouvernement Sama 1 et que dans le gouvernement Sama 2, on ne pourra peut-être pas retrouver? C'est ce que je dis. Donc, il faut aller sur le terrain, essayer un peu de l'évaluer par rapport à ce qu'il avait trouvé et ce qu'il a laissé. Vous allez constater s'il n'était pas performant ou il était imperformant. Donc là, vous sur terrain, vous allez constater. Il faut aller sur terrain, vérifier là où il avait commencé jusqu'à là où il a terminé. Donc pour essayer un peu d'évaluer sa gestion. Vous accordez quelle chance à l'actuelle équipe gouvernementale? Bon, bonne chance. Hein? Bonne chance parce que la population attend autre chose, mais ils le présentent autre chose, mais je souhaite de bonnes chances à eux. Est-ce qu'on peut considérer à ce jour Ensemble pour la République comme un parti sérieux? Mais bien sûr. Par rapport lui-même, le président Moïse Katumbi est un cheval gagnant, vainqueur aux multiples épreuves qu'il a endurées au cours de sa carrière, et est un modèle pour la jeunesse congolaise en quête de repères moraux. Et cette dernière aimerait bien le voir un jour réitéré en grandeur nature le prouesse réalisé au sommet de l'ex-province du Katanga. Est-ce qu'on peut considérer à ces jours Ensemble pour la République comme un parti qui regorge des gens ou des personnes suffisamment outillées sur le plan intellectuel, suffisamment aussi outillées sur le plan peut-être managérial pour changer demain ou après-demain le vécu quotidien des Congolais?
Mais ce n'est pas pour rien, je disais, Ensemble pour la République est un méga parti, d'où il y a des personnes ressources qui sont là-bas. On a des personnes ressources. Lui-même, le président Moïse, avec sa politique managériale, donc c'est un bon manager. Donc avec Ensemble, on va apporter le changement. Le changement ne se décrète pas. Non, mais on se prépare. Le changement se repose sur un programme, sur une vision. C'est ça. Est-ce que vous en avez? Oui, mais c'est ce que je disais. Un politicien avéré doit utiliser la technique de la polarité. Très bien. On va évoluer. On va évoquer la proposition des lois Tchani sur la congolité. Cette proposition des lois qui vise à verrouiller l'accès dans certaines fonctions étatiques. Et du côté d'Ensemble pour la République, la population ou une certaine opinion ne comprend pas votre agitation. Dès qu'on évoque cette loi, c'est des menaces, c'est des agitations. Qu'est-ce qui justifie à ce jour votre mécontentement ou votre position vis-à-vis de cette proposition de loi? Bon, le problème n'est pas le problème d'Ensemble, c'est le problème des Congolais en général. C'est Ensemble pour la République qui gesticule un peu trop quand on aborde cette proposition de loi. Le problème n'est pas le problème de Ensemble pour la République, le problème est le problème des Congolais. Une loi qui cherche à diviser les Congolais, une loi xénophobe. Donc, je peux dire que cette loi ne passera pas. Pourquoi? Parce que ça va violer l'article 13 de notre Constitution. Et ça dit quoi cet article? Si vous avez la Constitution, on peut vérifier. Mais cette loi va violer l'article 13 de la Constitution. Je ne pense pas que cette loi passera parce que on ne peut pas encore proposer une loi qui crée à diviser la population et pendant qu'on a encore des problèmes qu'on n'a pas encore résolu, les problèmes de l'Est, de la guerre de l'Est et qui n'est pas encore résolu. Et on cherche à créer encore d'autres problèmes. Donc c'est que moi je trouve que l'union sacrée n'a pas vraiment le souci de la population. S'il avait le souci de... C'est quoi le rapport entre la démarche, entre une démarche parlementaire et une proposition de loi? Une loi là, c'est proposé par l'union sacrée. Et cette loi-là n'est pas vraiment une loi qui porte une solution pour la population. Au contraire, ça vient encore pour diviser les Congolais. C'est ce que nous... En quoi cette proposition de loi divise-t-elle? C'est une loi xénophobe. Prouvez-le. Une loi qui cherche à la discrimination, de diviser, donc une loi séparatrice. Donc je peux dire que ce n'est pas vraiment une loi. Si le pays était vraiment sérieux, on pouvait même arrêter celui qui a proposé cette loi parce que ce n'est pas une loi... Pourquoi on va l'arrêter alors que la Constitution consacre la liberté de penser, la liberté d'expression? C'est vrai. Pourquoi on va arrêter quelqu'un parce qu'il a essayé de réfléchir à haute voix? On a besoin de l'unité nationale. On n'a pas besoin de se diviser, de querelles, tout comme ça, parce qu'on a encore des problèmes qui n'est pas encore résolus et vous venez encore allumer le feu là où ça brûle déjà. Donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment bon. Si ils insistent à ça, donc moi je trouve qu'ils ne travaillent pas pour l'intérêt de la population. Pendant que là-bas à l'est ça brûle, ils cherchent encore à créer des divisions d'autre part. En quoi cette loi peut-elle diviser la société? Mais cette loi qui dit que non, si vous n'êtes pas Congolais 100%, et les 50% là, ils ne sont pas des Congolais? Ils sont des Congolais, ils peuvent travailler au sein de l'administration, ils peuvent travailler comme gouverneur, comme député, ministre, mais ils ne peuvent seulement pas devenir président de la République. Mais c'est ce que je dis. Si vous vérifiez, si vous avez la Constitution, vous pouvez vérifier l'article 13 et vous verrez que pour que cette loi-là passe, il faut réviser d'abord notre Constitution, changer d'abord cet article qui sera comme une violation de la Constitution. Et non seulement cette loi, mais on ne peut pas encore réviser une loi pendant qu'on est au moment où le pays est en guerre. C'est quelle disposition de la Constitution qui interdit la révisitation de notre Constitution quand le pays se trouve en guerre? Je crois l'article 10. Okay. Je crois l'article 10. Donc, l'article 10 si vous de la Constitution? Donc, oui, je crois.
Oh, l'article 10 de la Constitution parle de Oui, oui. la Donc, nationalité congolaise. Ça ne parle pas de la guerre ou je ne sais pas moi quoi, ou la non, révision. en bas là, je crois, il y a une guerre, il y a une loi qui dit que non, on ne peut pas réviser une loi pendant que le pays est en guerre et où l'État désiège encore. Je rappelle que vous êtes juriste et nous sommes en train d'évoquer Non, la je ne suis pas juriste. Ah, pourtant, on vous a présenté comme juriste. Non, non, je ne suis pas juriste. Ok. Donc je suis novice vraiment à la matière de du droit. C'est rectifié. Alors, autre question. Je suis le président fédéral de Lingwara. Ok. Pourquoi ne pas attendre que les débats au niveau de l'Assemblée nationale puissent se poursuivre? Pourquoi ne pas mobiliser peut-être les députés d'Ensemble pour la République de se battre en interne pour barrer la route à au vote de cette proposition de loi en lieu et place de gesticuler dans les médias? Non, non, le problème c'est quoi? On a besoin de sensibiliser la population parce que la population... Mais ce n'est pas la population qui va voter cette loi. Le problème est ce sont les députés. Non, non, c'est vrai. Les députés travaillent pour l'intérêt de la population. Et la population ne peut pas rester inconscient du problème qu'on est en train de traiter pour eux. Il faut conscientiser la population afin que la population sache que cette loi, c'est à la contre de loi 13 de la Constitution. Et le bureau d'études de l'Assemblée, cette loi sera bloquée au niveau des titres de l'Assemblée parce que ils sont compétents. Je ne crois pas que cette loi pourrait passer au niveau de l'Assemblée nationale. Ça sera bloqué au niveau des bureaux d'études. On a entendu par le passé Moïse Katumbi nous dire, par exemple, au cas où cette proposition de loi arrivait à être alignée dans les matières à traiter au niveau de l'Assemblée nationale, c'est une ligne rouge qui serait franchie et il va prendre ou il va décider autrement. Alors au cas où cette fois, au niveau de l'Assemblée nationale, on arrivait à voter cette proposition de loi, quelle serait la position d'Ensemble pour la République? Non, c'est que je vous dis, cette loi ne passera pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous donne toutes ces garanties? Ça sera une violation, à moins qu'il révise d'abord la Constitution. Donc cette loi-là, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Donc on est en train de distraire la population. Or, la population attend autre chose et de lui offrir une gestion saine, de donner une bonne gestion, et il pense à des choses qui est éphémère. J'ai suivi hier le bâtonnier Jean-Claude Mouyambo qui faisait savoir que cette proposition de loi visait principalement Moïse Katumbi, lui-même Mouyambo, Kengo Adondo, Adam Bombole, Olivier Kamitatou, bref, tous ces Congolais qui sont nés d'une union métissée. Alors pourquoi Ensemble pour la République voit directement Moïse Katumbi dans les viseurs de cette proposition de loi? Ouais. Cette loi-là est visée toujours à Moïse Katumbi qui ne sait pas. Nous sommes sur terrain, on le sait, le membre de l'IDPS qui chante sur la rue. Donc, on est tous Congolais. On sait que cette loi est taillée sur mesure pour une seule personne. La loi est impersonnelle. Oui, c'est vrai que la loi est impersonnelle, mais selon le langage de nos frères sur terrain, donc on vise une personne. C'est le langage de la rue. Mais bien sûr, mais ce n'est pas les langages des officiels. Au départ, c'était à la rue, mais aujourd'hui, c'est déjà au niveau. Mais vous allez vous rappeler que le président de la République était contre cette proposition de loi. Mais bien sûr. Alors. Et c'est la raison pour laquelle je dirais que ça ne va pas passer. Parce que lui-même, le président de la République est contre ça. Non, mais il n'est pas député. Il peut être contre, oui, c'est un avis personnel. C'est vrai que mais ce n'est pas lui qui va voter. Les députés qui sont là, ils sont des patriotes. Il ne faut pas voter une loi qui est à la contre de la volonté de la population pour diviser la population. Qu'est-ce qu'on va bénéficier si aujourd'hui il y a des querelles qui se multiplient de gauche à droite? Qu'est-ce qu'on va bénéficier? Une plainte. Ok, allez-y. Or, on a besoin de l'unité nationale qui lui est la paix partout au Congo. Une plainte au niveau de la justice internationale par Jean-Claude Mouyambo pour dénoncer ou condamner cette proposition de loi. Est-ce que c'est opportun? Mais bien sûr, parce que la personne qui a proposé cette loi n'a pas vraiment le souci des Congolais. Donc il est content de tout ce qui se passe à l'Est.
pour créer... Mais c'est quoi le rapport entre cette proposition de loi et la situation sécuritaire à l'Est? Le problème qui est à Est... N'est-ce pas, vous faites le raccordement frauduleux? La guerre de Est, les gens meurent là-bas. Et cette loi qui divise les Congolais, vous croyez qu'après cette loi, ça va créer des problèmes au niveau du pays? Qu'est-ce qui vous fait croire que cette proposition de loi va créer des tensions au niveau du pays? Mais bien sûr, c'est une loi xénophobe qui divise la population. C'est une loi qui n'est pas vraiment une bonne loi qu'on peut applaudir. Ils travaillaient vraiment pour l'intérêt de la population, ils ne devraient pas même oser à mener ça au niveau de l'Assemblée nationale. Et pourquoi vous allez interdire à un député national de réfléchir ce n'est pas un député national qui a proposé cette loi. C'est un député qui a accepté d'endosser la responsabilité. Alors ça devient automatiquement une démarche parlementaire. Oui, des lignes sacrées. Il faut bien déterminer des lignes sacrées. Mais ça reste une démarche parlementaire. Oui, mais bien sûr. Mais retenez que cette loi ne passera pas. Très bien, on va terminer l'émission rapidement. Votre commentaire sur l'évolution du processus électoral. Depuis un moment, il y a des bruits qui laissent entendre qu'on peut ou n'est pas, que c'est fort probable que les élections ne se tiennent plus dans le délai constitutionnel. Vous avez suivi hier votre ancien camarade du parti, bon, lui n'a jamais été d'ailleurs d'Ensemble pour la République, mais il a évolué au sein du regroupement Ensemble pour les changements, Eliezer Ntambwe, déclaré haut et fort qu'on doit faire le choix entre les élections, la sécurité et les sociales. Et visiblement, les élections ne sont pas une priorité. Votre lecture par rapport à toutes ces questions? Bon, par rapport à la CENI, l'actuel calendrier électoral pose problème par de divergents propos, mais nous acceptons de compétir. Si on ne le fait pas, la CENI aura un motif de prolonger la date des élections. Chez nous, à Ensemble pour la République, on sait que les élections vont dérouler au délai fixé, prévu comme la Constitution. Et si ça ne se fait pas? Non, mais vous savez que la population est souveraine, ça sera un manque de respect vis-à-vis de la population. Très bien. Manquer du respect à la population. On va terminer l'émission par la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Les troupes de l'EAC continuent de se déployer. L'Ouganda doit envoyer également ses militaires d'ici fin mars. Entre-temps, il y a déjà une opération conjointe qui est menée au Nord Kivu, notamment entre les FARDC et l'armée ougandaise, l'opération UPDF. Vous faites aujourd'hui quelle lecture de la situation sécuritaire à l'est de la RDC et surtout de l'avènement sur notre territoire de ces différentes armées? Bon, par rapport à l'USC, les troupes militaires déployées sur des zones belliqueuses agissent, mais pas de manière efficace. Pour qu'ils agissent, il faudra assez que notre gouvernement crée une structure de suivi et d'évaluation concernant leurs actions. Cette structure aura quelle mission? De surveiller, de contrôler les actions de M23. Donc, je peux dire un système dans un système. Ok. On va terminer l'émission. Hugues Mawete, c'était un plaisir de vous recevoir. La caméra est devant vous. Votre dernier message à votre base de Lingwala et à l'ensemble des Congolais, et un message peut-être particulier à l'endroit de votre président national Moïse Katumbi. Ouais, je demande à la population d'être toujours vigilant parce que nous avançons vers les élections. Chez nous, à Ensemble pour la République, on est en train de travailler. On a établi des stratégies turbo sur terrain. Donc l'Ensemble pour la République ne dort pas. On réfléchit nuit et jour pour rendre réel le développement de la RDC. Et je salue en passant le président Moïse Katumbi et je lui remercie aussi par rapport aux nominations qu'il a fait à nos communicateurs nationaux. Êtes-vous satisfait de ces nominations? Oui, c'est un choix judiciaire. Pour certains, Moïse Katumbi n'a pas pris compte de la jeunesse. C'est des vieux qui ont été nommés. Mais les vieux là, on a besoin des personnes ressources. On a besoin des personnes ressources. Donc,
C'est ça qui pose le problème dans notre pays. On ne respecte pas la GPEC. La GPEC est un outil efficace, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Très bien. Hugues Mawete, merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Hervé. Merci. Cette émission est terminée. Grand merci à vous tous de l'avoir suivi. Grand merci également à toute l'équipe technique qui nous a aidés à entrer dans vos maisons, dans vos chambres et même dans vos téléphones. On se retrouve lundi pour le prochain et le nouveau numéro même des Perfect Actu. Au revoir, bonne évasion sur les antennes des Perfect Télévision.